Thibaut, du coup, entre les histoires courtes, Monster, Pluto et Master Keaton, quelle a été la série dont vous gardez le plus grand souvenir de traduction? Et celle qui a été la plus difficile à traduire, mais je pense qu'on a tous une petite idée. Le meilleur souvenir de traduction, c'est Monster, je pense. Parce que... oui, une question de longueur, peut-être, parce que c'est lié à des souvenirs de jeunesse aussi personnels. Quand j'étais à l'université, c'est toujours un peu... Non, j'étais très fier, hein. C'était vraiment une fierté de pouvoir traduire ça, même si j'étais pas forcément hyper expérimenté à cette époque-là, mais c'était une vraie fierté, donc je garde un vrai attachement par rapport à Monster. Puis c'est une super série, objectivement, c'est vraiment une série qui est hyper plaisante à lire. Il y a très peu de déceptions, enfin, c'est vrai qu'on sent que parfois elle tire un peu sur la ficelle pour que ce soit un peu plus long, mais globalement, je trouve que c'est une série qui est vraiment agréable à lire et donc agréable à traduire. La plus dure, évidemment, enfin pas la plus dure, la plus longue, c'est Master Keaton, parce qu'il y a beaucoup de recherches à faire. Parce que c'est une série qui est construite un peu différemment, plus par chapitre, avec un fil rouge qui n'avance pas beaucoup, puisque le personnage de finalement Master Keaton, entre le tome 1 et le tome 12, il a peu évolué. Enfin, il est toujours divorcé, et il a toujours sa fille qui critique, il a toujours son père qui est un peu érotomane sur les bords, et lui, il rêve toujours d'être un grand archéologue, mais ça évolue pas beaucoup. Donc c'est vrai qu'on rentre un peu moins facilement et on est un peu moins à la fin de la traduction d'un tome, on se dit vite il faut que je prenne la suite, non. À la fin du tome de Master Keaton, on se dit il faut que je prenne 2 semaines ou 3 semaines de vacances et puis je me remettrai après. Alors que sur Monster, c'est vrai que je pense que j'aurais pu traduire les 18 tomes dans la foulée, je ne me serais pas lassé. Donc voilà. Si tu veux, ah pardon. Moi je peux parler un peu au nom de Sylvain Cholet, qui traduit Billy Batch, parce que je l'ai eu au téléphone avant de venir pour cette émission. Et du coup, lui me disait que voilà, il s'éclate vraiment à traduire Billy Batch parce que les dialogues, en fait, le style d'Urasawa fait que c'est très bien écrit, en fait, c'est agréable à traduire, ça coule tout seul malgré le propos qui peut paraître... voilà quoi, on nous dit que l'histoire de l'humanité, tous les événements, tous les scandales, tout est lié, il y a un long fil rouge depuis la préhistoire, voire avant, donc on s'imagine que les bulles ça va être un casse-tête à traduire. Or c'est pas le cas, il prend beaucoup de plaisir parce qu'il n'y a pas de terme inventé. Finalement, il passe beaucoup plus de temps sur d'autres bouquins type SF, où là, carrément, il me disait qu'il ne peut pas s'en sortir sans Wikipédia, il y a plein de termes inventés, c'est la folie. C'est pas le cas avec Kurosawa. Donc il se documente beaucoup, parce qu'on fait référence à des événements qui sont réellement déroulés, donc il y a toute une documentation à faire, il essaie de retrouver un petit peu les émissions de l'époque. Je pense à l'arc sur Kennedy, il y a eu pas mal d'émissions comme ça sur YouTube, des archives de l'INA. Et puis après la grosse difficulté qu'il me disait quand même, c'était l'histoire dans l'histoire du comics avec Billy Bat, parce que finalement c'est une histoire qui est tronquée, surtout celle avec Léonette. En fait c'est une histoire qui est faite, dont on fait référence plusieurs fois dans le bouquin, donc c'est important, mais elle apparaît à chaque fois que sur 2-3 pages. Et comme le japonais c'est vraiment une langue de contexte, en fait on a besoin du contexte pour être sûr de traduire au plus juste les bulles. Et bien comme ça apparaît de façon disparate, il a un petit peu peur que si on met tout bout à bout, voilà, il a un peu peur de la cohérence. Donc c'était principalement ça la difficulté sur Billy Bat, mais il s'éclate en tout cas. Justement, tout dans Billy Bat, ce qui a été rajouté, c'est-à-dire à la fin de chaque tome, il y a des notes qui indiquent tel ou tel personnage historique, des précisions qui sont absentes de l'édition japonaise. Est-ce que ça c'est vous Pika qui a pris la décision, ou c'est une demande des japonais? Bah là tu m'as bien pensé parce que je ne me suis pas renseigné là-dessus. En fait je pense que c'est quelque chose qu'on fait naturellement, alors surtout en plus quand c'est des événements directement en rapport avec l'histoire du Japon, type l'attentat de Shimoyama, enfin ce genre de choses. C'est peut-être un réflexe qu'on a nous plus spontanément pour notre lectorat français, c'est pas qu'on le prend pour un idiot, mais finalement on apprend beaucoup de choses en lisant Billy Bat. L'architecte du World Trade Center était japonais, je ne le savais pas, juste avant d'avoir lu le tome 8 de tome 7 de Billy Bat.
Donc c'est peut-être juste, voilà, plutôt que de taper Google pour en savoir plus, on a une petite note rapide pour non pas sortir le lecteur de sa lecture, mais voilà, juste lui souffler un petit peu la référence qui peut-être ne connaissait pas. Et à votre avis, à partir de quelle série ou quel moment chronologique le statut d'Urasawa a changé en France pour devenir celui d'un auteur vraiment culte, qui se soit senti dans la médiatisation ou dans les chiffres de vente? Oui, moi je pense vraiment, c'est ce que tu transmédies aussi visiblement, c'est Monster qui a changé la donne. Ça a changé la donne au Japon quand Monster est sorti, ça a vraiment fait basculer aussi Urasawa qui avait déjà eu des succès comme Yawara, c'est vraiment même grâce à lui que le judo est redevenu un sport national. Qui a fait plein d'émules, mais Monster a marqué le pas dans sa carrière au Japon. Alors après, c'est la première sortie en France, mais nous, c'est un succès colossal, hein, Monster, donc visiblement, c'est réel, puisque le public a suivi. Aujourd'hui, à date, on a quand même vendu, j'ai regardé les chiffres parce que vous m'avez demandé de les regarder avant de venir, 1 million d'exemplaires. Vous imaginez 1 million d'exemplaires de Monster rien qu'en français, quoi, c'est juste du délire. Et dans le travail d'Urasawa, c'est vraiment Monster qui marque le pas vers un nouveau style d'histoire, en fait, et où il crée son style pour lequel il est reconnu aujourd'hui, que ce soit son style graphique, son style narratif. C'est Monster qui marque cette différence. On voit qu'il se prépare à ça dans tout ce qu'il fait avant, donc dans Master Keaton, que ce soit toute cette panoplie de personnages secondaires qu'on découvre dans Master Keaton et qui fait un des éléments marquants de ce qu'est Urasawa, c'est cette capacité de créer un nombre incalculable de personnages et de faire une narration dans laquelle ces personnages sont de vrais personnages et qui font partie de cet énorme puzzle que fait Urasawa. Toutes ces histoires, en tout cas Monster, plutôt c'est le même principe, c'est des touches, enfin c'est il ouvre plein de portes, plein de pistes, mais même si elle ne referme pas tout, ça fait partie d'ailleurs d'une polémique à un moment où, soi-disant, Urasawa finit pas bien ses histoires. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais ces histoires sont toujours des énormes puzzles extraordinaires et quand vous reprenez du recul, une fois la lecture terminée, vous dites ce mec est quand même très très fort. Voilà. La question à la base, c'était quoi? Et au niveau justement d'un aspect marketing, au niveau de la promotion des séries en France, quelle est la meilleure stratégie? Est-ce que du fait que c'est un Urasawa, ça se vend tout seul, entre guillemets, ou... Il faudrait poser la question à Panini, je pense, entre autres. Non, je sais pas. Posons la question à la caméra. Voilà, je pose la question à Panini. Quelle est votre stratégie pour ne pas vendre les mangas d'Urasawa? Là aussi, c'est une question, voilà, c'est une bonne question. Je pense que c'est important quand même, même si Urasawa a une aura, enfin voilà, ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il a une aura qu'il a juste à poser le bouquin et c'est bon, il va partir tout seul. Non, je pense que c'est important de bien retranscrire en fait l'intérêt de la série sans vendre les mèches, parce que des fois, dès les premiers tomes, tu peux avoir des pistes et essayer de susciter l'intérêt parce qu'on sait que ça va être un scénario maîtrisé de bout en bout, comme disait Christelle. Ce qui est génial, c'est que c'est des scénarios de séries télé pour moi, les mangas d'Urasawa, c'est que chaque personnage, en fait, il n'y a pas de héros finalement. Un peu à l'image des couvertures, que ce soit, enfin c'est surtout plutôt Billy Bat. Bien souvent, il y a une personne qui est mise à l'honneur sur les couvertures, on en a même pour l'histoire. Ce qui fait que c'est plein d'histoires finalement qui suffisent déjà à elles-mêmes, qui sont déjà passionnantes. Et puis finalement, on se rend compte que tout est lié. Donc ça, les gens connaissent cet attrait d'Urasawa, c'est cet univers tellement maîtrisé que c'est déjà un argument de vente sur lequel il faut jouer. Sur Billy Bat, c'était clairement le cas. Voilà, l'ombre d'une chauve-souris en fait plane sur l'histoire de l'humanité depuis le commencement. Alors, est-ce qu'on est dans le surnaturel? Est-ce que c'est juste une métaphore pour mettre en scène le bien et le mal qui se passe dans la tête de chacun? Enfin,
Et puis par rapport aux événements réellement, qui sont réellement déroulés dans l'histoire. Donc voilà, il y avait tout un tas de leviers qu'il faut actionner de façon un peu ingénieuse, je dirais, pour susciter l'envie. Mais non, moi je pense que le plan marketing, il doit être voilà, massif. On ne peut pas se reposer juste sur le nom de Urasawa, et de toute façon c'est plus possible de nos jours sur notre marché où il y a trop d'éditeurs, où c'est très difficile en fait de donner l'exposition que les bouquins méritent. Donc Est-ce que justement je pense à Master Keaton, le fait que ce soit une série ancienne qui a été réalisée avant et qui sort après, est-ce que les étiquettes ou les arguments du style par l'auteur de Monsters ont un véritable impact? Est-ce qu'on peut quantifier cet argument? Toujours très difficile de quantifier le résultat d'une campagne marketing. On ne sait jamais très bien quel outil a fait son effet et lequel est passé à la trappe. Mais nous, ça nous semblait important de le mettre pour que les gens qui fassent le lien, en fait, parce que comme le disait Mehdi, Urasawa est un de ces auteurs qui est lu par plus que uniquement le public manga classique. On passe, quand quelqu'un en fait arrive chez moi et me dit oh, bah, écoute, j'ai jamais lu de manga, qu'est-ce que tu me conseilles pour commencer, je passe toujours Monster en fait pour commencer, parce que je crois que c'est un de ces mangas justement hyper accessible, même si ça se lit à l'envers. Et donc je commence toujours par Monster. Et donc j'ai de nouveau perdu la question. Monster, oui, sur Master Keaton. Donc nous on l'a fait parce que, alors il y a plusieurs choses, c'est que Master Keaton c'est une œuvre ancienne. Ça c'est quelque chose dans la politique chez Kana en fait, c'est que quand on démarre avec un auteur, on veut faire découvrir l'ensemble de son œuvre, on est très fidèle à un auteur. Après, comme on dépend évidemment du choix de l'éditeur japonais, on n'a pas toujours l'occasion de suivre l'auteur sur l'ensemble de son œuvre, donc on ne peut pas tout éditer. Et chez Kana, du fait de cette politique-là, on aime aussi faire découvrir, quand un auteur a eu un certain succès, ses anciennes œuvres. Pourquoi? Parce que ça nous permet de comprendre encore mieux ses œuvres plus récentes et contemporaines. Et donc nous, on trouve que Master Keaton est un chef-d'œuvre, mais commercialement plus difficile à mettre en place parce qu'il y a le dessin, qui n'est pas celui qu'on connaît aujourd'hui d'Urasawa. Évidemment, on le reconnaît si on connaît vraiment bien, mais en même temps, il est quand même marqué un peu ancien. Voilà. L'histoire est très différente des succès connus sur le marché français que sont Monster, plutôt, maintenant Billy Bat. Master Keaton n'a rien à voir avec tout ça. Donc voilà, c'était quand même pas si simple que ça de sortir Master Keaton. On le savait en le faisant que ça allait pas partir comme des petits pains comme pouvait l'être Monster, parce que c'est une œuvre moins évidente. Et donc, nous, le fait d'avoir mis par l'auteur de Monster, ça permettait quand même de toucher ce public très large qui a sans doute lu du Monster et qui peut se dire, comme nous, chez Kana, où on se dit, tiens, mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre? C'est quoi? D'où il vient, en fait, cet auteur-là? Donc, oui, ça nous semblait, ça vous semble peut-être un peu gros, mais nous, ça nous semblait assez évident, en effet. Et c'est vrai que sur le marché français, il me semble avoir constaté, en tout cas, que le public, en tout cas de manga pur, a vraiment beaucoup de mal avec le dessin plus ancien, en fait. C'est très vite considéré comme rédhibitoire, un dessin un peu qui date un petit peu, qu'on connaisse ou pas d'ailleurs l'auteur à la base. C'est très très compliqué de faire sortir du lot un auteur plus ancien. Si je peux rajouter une chose sur Master Keaton, en fait, je pense que le meilleur plan marketing qui puisse exister, ce serait de dire commencer par le tome 12. Lisez le tome 12 et puis ensuite recommencer la série, vous verrez, c'est vachement bien. Parce que le tome 12 est ce qui se rapproche le plus de ce qu'il a fait ensuite sur Monster, avec une histoire sur 300 pages, ou dans la continuité, avec des personnages secondaires assez charismatiques, et une histoire qui aboutit. Et une fois qu'on a lu ces 300 pages, je pense qu'on prend énormément de plaisir à retrouver ces personnages dans d'autres histoires, parce que les personnages, c'est une espèce de Hall of Fame à la fin, où tous les guest stars qui sont venus se réunissent pour une seule enquête, et on les retrouve dans des petites histoires anodines, mais bon, en plan marketing, ça marche pas très bien. C'est-à-dire qu'acheter d'abord le tome 12 et les autres. Ce serait inédit. Ce serait inédit, mais je pense pas que ça marche bien. Et
Et justement, je crois qu'au Japon, enfin, Master Kitten, c'est une série qui a vraiment beaucoup de succès, qui reste aujourd'hui très populaire auprès du public. Oui, voilà, exactement. En fait, le fait qu'ils aient fait remaster, mais je crois, il me semble qu'il l'a dit dans les interviews, mais la popularité du personnage de Keaton, justement, auprès des lecteurs, c'est un personnage qui a l'air d'être à part, en tout cas, avec Yawara, à mon avis, hein, qui a les lecteurs ont une affection particulière pour Keaton, et ils avaient, semble-t-il, envie de le revoir, et c'est ce qui l'a poussé à faire le remaster, justement, de faire des épisodes. Et il me semble que c'était, je crois que j'ai vu ça sur ton site, au moment de Fukushima, qui voulait donner en fait du courage aux gens et qu'il avait besoin qui s'est dit bon ben je vais leur offrir un petit chapitre de Keaton et finalement ça a fait un bouquin entier, donc tant mieux. Hein. Et au niveau donc des chiffres de vente que je vous avais demandé justement avant, on sait que Monster a dépassé 1 million d'exemplaires vendus, et qu'en est-il pour Billy Bat, Pluto et les autres séries? Tout pareil, c'est super. Tu veux commencer? Non, pas tout pareil. Donc oui, effectivement, au niveau des chiffres de vente, moi aussi j'ai apporté, je connais. Bon, en gros, en fait, toutes sorties confondues, enfin, voilà, tout tome cumulé, on avoisine les 200 000 exemplaires vendus pour Billy Bat. Donc je ne sais pas si la question d'après c'est comment on explique cet écart-là ou quoi aux caisses. Je pense que de toute façon, c'est de plus en plus dur maintenant, même si on a un manga estampillé Urasawa et que c'est sa nouveauté, c'est de plus en plus dur maintenant d'imposer un manga, quelle que soit sa qualité. Moi, en tant qu'amateur d'Urasawa, je trouve qu'ils sont de qualité comparable si on compare Monster et Billy Bat. Monster n'est peut-être pas sorti, n'est pas sorti à la même époque, dans les mêmes conditions. D'ailleurs, on parlait du tournant d'Urasawa, je me demande si l'animé diffusé sur France 4 avait eu un impact ou pas sur les ventes. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, voilà. Ouais. De toute façon, c'est toujours difficile à expliquer. C'est vrai que le soutien d'un animé, c'est toujours positif pour une licence, c'est toujours plus d'exposition. Billy Bat n'a pas encore cette chance, mais voilà, on sait aussi, comme on disait, c'est une course de fond en fait. Pour moi, ce manga, il y a beaucoup de gens qui ne veulent s'y intéresser que quand ils auront l'histoire complète, parce que ça les rend fous d'avoir juste un tome et d'être encore dans le flou. Mais voilà, ça reste quand même un manga de qualité qu'on apprécie. Est-ce que sur Billy Bat, le fait d'avoir remporté le Grand Prix de l'Imaginaire en 2013, ça a eu un impact? Je trouve, en fait, moi, ce qui est intéressant dans les ventes d'un tome à l'autre, c'est qu'elles se maintiennent, en fait, les tomes. À partir de je ne sais pas exactement quel tome, on a un noyau de lecteurs qui reste le même d'un tome à l'autre, et ça, c'est super important pour un éditeur de voir qu'à bout d'un moment, les ventes arrêtent de décroître. Évidemment, elles sont plus importantes sur les 4-5 premiers tomes. Après, il y a un décrochage. Là, c'est moins le cas à partir d'un certain tome. Et on peut tout à fait mettre ça sur le dos de ce prix. Je crois que c'était en 2013 qu'on a obtenu. Je ne sais pas quel tome on était à ce moment-là, mais ça, voilà, c'est le genre de certification qui, évidemment, joue. Et justement, est-ce qu'on peut définir le public francophone du Urasawa, ou est-ce que c'est compliqué? Ce que vous disiez, Christelle, on comprend que c'est pas forcément des gens qui sont amateurs de manga à la base. Mais est-ce que vous connaissez un peu mieux, enfin vous pouvez définir un genre type, entre guillemets, du lecteur? Très bonne question. Il se faire blond et déjà sur moi. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors, le définir, je crois que j'aurais beaucoup de mal, en tout cas moi, à le faire. Mais je pense, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Urasawa intéresse, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup plus largement que seulement le public manga, en fait. Il est connu par des lecteurs de bande dessinée, voire des lecteurs lambda qui ne lisent pas forcément ni de bande dessinée, ni de comics, ni de manga, qui lisent ça comme un roman graphique, en fait. Et dont ils connaissent le nom, donc c'est assez impressionnant, c'est quand même rare les auteurs de manga qui dépassent, qui ont cette célébrité-là en tout cas. Je crois que c'est ça la grosse spécificité du public d'Urasawa, c'est que ce n'est pas que le lecteur de manga. Ce sont des gens intelligents. Donc quand on lit
Urasawa, c'est qu'on est intelligent, je le dis, face caméra. Non mais ouais, effectivement, je pense qu'on peut quand même affirmer que, enfin, voilà, oui, c'est les amateurs de seinen pur, donc c'est notre public manga, notre public, notre cœur de cible. Mais c'est aussi, effectivement, il y a beaucoup de gens, en fait, et comme disait Christelle, même des potes autour de moi qui ne connaissent rien en manga, mais qui connaissent, tiens, 20th Century Boys, ah, c'est le mec de Monster, enfin. C'est assez récurrent, et puis finalement, c'est accessible comme bouquin, si ce n'est que, enfin, ces œuvres, hormis qu'elles sont à l'envers, il n'y a pas vraiment de code trop propre au manga qui font que c'est pas accessible, en fait. C'est plutôt, c'est une BD, en fait, vraiment, au niveau des codes du manga, il n'y a rien de perturbant pour le lecteur en main. Donc ça, clairement, ça nous permet de dire que c'est pas moitié-moitié, je pense que le lectorat de manga est le plus important, mais en tout cas, il est accessible à tous, et c'est pour ça que c'est très intéressant comme auteur à développer. Et je pense que c'est un auteur, si je peux me permettre, qui est très peu japonais en fait, hein, dans sa façon d'écrire. Alors Thibaut pourra certainement le dire aussi dans la difficulté ou pas de traduire Urasawa, mais en tout cas dans sa façon d'écrire, c'est ce que me disait la personne chez nous qui s'occupe particulièrement de suivre ses œuvres. Elle disait que quand elle revérifiait une traduction, une correction, etc., elle se rendait compte que dans sa façon d'écrire, c'était d'une fluidité incroyable, alors que beaucoup de mangaka ont ce tic japonais qui vient du langage japonais de parfois répéter et re-répéter les choses, peut-être pour préciser d'une fois à l'autre, je ne sais pas. Urasawa, pas du tout. Son texte est hyper fluide, il n'y a pas de texte superflu non plus. Il va, étant un auteur complet en soi, même s'il travaille aussi avec d'autres auteurs, sa narration graphique est telle que par moments vous n'avez pas besoin de texte, et il fait partie de ces auteurs qui n'en rajoutent pas. Qui ne fait pas du Blake et Mortimer, en gros, qui met dans le texte qui se passe dans la case. Mais, et donc, je pense que ça le rend aussi, du coup, très, très accessible. Justement, c'était ma question suivante. Thibaut, est-ce qu'il y a des particularités dans le style Urasawa? Je les ai pas cherchés, en fait. Il n'y en a pas qui m'est sauté aux yeux. Si, je pense qu'il y a des types de langage. Mais c'est lié, à mon avis, au type de récit qui construit des récits où il y a des enquêtes et des choses comme ça. On voit souvent le côté chant contre chant avec à l'hôpital Velpo, oui, à l'hôpital Velpo. Et on a souvent ce truc, et comme on essaie d'éviter la répétition en français, ça se remarque pas, je pense, parce qu'on essaie on évite d'employer 2 fois le même mot dans la même page. On essaye hein, quand c'est possible. Et du coup, ça se voit moins, mais oui, ça c'est un petit tic, mais c'est le truc qui m'est frappé. Après, la fluidité, ça c'est archi clair, ouais. Ça c'est certain, pour avoir travaillé sur beaucoup de mangas, Urasawa c'est très fluide, et à la fin d'une page, l'erreur est toujours possible, mais c'est tellement cohérent, c'est tellement fluide, qu'on ne se pose pas vraiment la question de se dire il faut que je reprenne toute ma traduction depuis tout le début, parce que finalement j'ai rien compris. Heureusement.